Bonjour les amis, petit matin un peu frisquet sur les remparts de cette magnifique ville médiévale de Provins, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce matin, Manger c'est beauté est en Seine-et-Marne. Comme vous l'avez compris, on va rencontrer le sénateur Pierre Cuypers, le sénateur de ce département extrêmement rural, comme on le voit, et pourtant juste aux portes de la capitale. Allez, on va retrouver le sénateur. Bonjour monsieur le sénateur, je suis ravi de vous rencontrer. On est vraiment sur votre terroir. C'est vraiment la ruralité la plus proche de Paris. C'est comme la Beauce qui génère un état d'esprit céréalier, etc. La Brie, c'est aussi ça, mais à l'est de Paris. Mais en plus avec des cultures industrielles, avec de la betterave à sucre. On produit un peu de tout. Et moi-même, j'ai été éleveur de viande bovine. Voilà. Et aujourd'hui, je suis céréalier. Je produis également de l'orge de brasserie. Je produis du colza énergétique pour les carburants. Un peu de tout, voilà. Quoi. Pas toutes ces billes dans le même panier, c'est le bon agriculteur. On fait un tour dans votre village. Oui, voilà. Parlez un petit peu de vous. Des hameaux, il y a 13 hameaux dans le village. Il y a 27 km de voirie, 2 églises à l'inventaire, 2 écoles, 2 châteaux d'eau et 67 km de réseau d'eau. Alors, tous les sénateurs ne connaissent pas aussi bien leur village, mais il faut dire que vous avez été plus longtemps maire ici que sénateur au Sénat. J'ai fait 9 mandats. Ah oui, et vous êtes aujourd'hui premier secrétaire au Sénat. Qu'est-ce que c'est le rôle d'un premier secrétaire ? Eh bien d'abord c'est de surveiller les séances, aussi d'être présent. Moi j'ai mon tableau de permanence jusqu'au mois de septembre 2023. Donc vous avez vraiment du boulot, vous. Oui, parce que ça peut être la nuit jusqu'à 6 h du matin. Les rendements, pire que les rendements agricoles, les rendements sénatoriaux. Le Sénat est une entreprise moderne, une institution d'équilibre par rapport à notre pays. On a besoin de ce bicamérisme. Et puis nous, au Sénat, on ne vote pas par rapport à un dogme, on ne vote pas non plus par rapport à un parti. On est à la recherche permanente des équilibres et du bien fondé pour nos concitoyens. Alors je vois qu'on arrive devant une belle maison en meulière, là. C'est quoi ? C'est la mairie d'Ozouer-le-Repos. Il y a là, comme vous pouvez le voir, une église, et une ferme fortifiée. On y rendait la base justice. Là, vous avez une particularité sénémarnaise, vous avez un ginkgo biloba. Oui. Ce ginkgo biloba, il a été planté dans toutes les communes de Seine-et-Marne. Et c'est un arbre de vie, puisque c'est le seul qui résistait à la bombe d'Hiroshima. Ce que j'allais vous dire, c'est un arbre qui vient d'Extrême-Orient, voilà. Du Japon et de Chine. C'est un patrimoine. Et ce patrimoine, il faut le garder, il ne faut pas tout raser. Hein. Monsieur le sénateur, oui. Vous êtes venu à la politique par le monde agricole, par le syndicalisme. Comment est-ce que ça s'est fait ? Très simplement. J'étais président du syndicat agricole, FDSEA, de mon département. Je suis devenu aussi ensuite président de la Chambre d'agriculture. Et j'ai toujours accompagné politiquement mes valeurs républicaines au travers d'une liste sur laquelle j'étais, sans pour autant être élu. Et puis il s'est trouvé qu'un de mes sénateurs, Michel Well, est décédé en 2016. Et donc j'étais le suivant de la liste. Et j'ai accepté de finir le mandat de Michel Well quand il est décédé. Qu'est-ce que vous avez découvert comme sénateur que vous n'aviez pas expérimenté comme responsable syndical dans l'agriculture et comme maire de village ? D'abord, nous sommes peu nombreux étant agriculteurs. Mais il y a une forte valeur pour défendre la ruralité, l'alimentation et l'agriculture. On voit bien aujourd'hui, au-delà de l'alimentation, qui est notre rôle majeur en tant qu'agriculteur, aussi de pouvoir produire de nouvelles richesses. Monsieur le sénateur, j'arrive en Brie. Première chose, j'ai envie de goûter du brie. Voilà. Je vous suis, vous m'emmenez ? On y va, c'est parti. Allez, c'est parti pour notre périple seine-et-marnais. On commence tout de suite avec une icône du département, un fromage connu dans le monde entier, le brie. Mais le brie de Coulommiers que nous présentent Camille et Nicolas. Ensuite, direction la légumerie où un autre Nicolas nous montrera ces beaux légumes qu'il va chercher partout dans le département avant de se diriger vers l'école, vers le restaurant scolaire comme on en a l'habitude. Mais aujourd'hui, c'est du côté de Lieusaint où la cuisine est aux petits oignons.
Une bonne bière par la suite du côté du silo de Courpalais avec la famille Rabourdin. Et puis nous irons goûter la moutarde de province. Cette moutarde dont la graine brune et blonde craque délicatement sous la dent. J'emporterai un pot au chef Aloïs Doucan à la fabrique à Brie-Contrebert et on mettra le sénateur au travail. Allez hop, sénateur, en cuisine. Alors où est-ce qu'on va là, monsieur le sénateur? Eh bien, nous allons rencontrer Nicolas et Camille, qui sont éleveurs et producteurs de brie de coulommiers bio. Et fermier. Et fermiers, bien évidemment. Bonjour. Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour, bienvenue. Vous allez bien? Bonjour, Bonjour Nicolas. Ça va? Bonjour, c'est Nicolas, c'est ça? C'est ça, Ouais, très ouais. bien. Le temps est moyen aujourd'hui, hein? C'est un peu brumeux. C'est un peu un mauvais temps, hein, monsieur le sénateur? Vous savez ce que c'est que le mauvais temps? Non, dites-moi. Eh bien, le mauvais temps, c'est le temps qui dure. Oui. Dans notre métier, il faut du soleil, il faut de la pluie, il faut du froid, il faut du chaud. Alors on dit toujours que les paysans se plaignent, mais c'est pas vrai. Ils attendent le bon temps. Donc le mauvais temps, c'est le temps qui dure, et en politique, c'est pareil? Ça devrait être comme ça. Voilà, c'est tout. Il faut accepter les choses comme elles sont. Et puis quand ça va pas, il faut accepter de les modifier. Alors dites-moi, je voyais que vos vaches, elles sont en train de manger du foin, là. Tout à fait. C'est vous qui le produisez, ce foin? Alors nous, oui, ici, sur la ferme, on est en quasi-autonomie sur l'alimentation des animaux. On produit le foin, on produit les céréales qu'on va leur donner en complémentation. Et surtout, on produit l'herbe des prés qu'elles vont aller pâturer une majorité de l'année. Un animal, c'est comme un être humain. Il faut savoir le soigner, lui donner les bons médicaments, la bonne alimentation, et puis aussi la bonne relation humaine. Voilà, et je voyais tout à l'heure, quand vous passiez, toutes les vaches se tournaient la tête vers vous, Camille. Pas vers lui, hein, vers vous. Hein, voilà. Alors, vous êtes éleveur bio. Quel est le retour que vous avez, vous, des consommateurs? Alors nous, on a des consommateurs qui cherchent exclusivement le bio voilà, pour leur alimentation. Et il y a toute une partie de nos consommateurs qui ne consomment pas exclusivement du bio, quoi, qui consomment de manière très variée et qui vont venir chercher un bon produit chez nous. Mais monsieur le sénateur, nous, notre génération, c'est vrai qu'on était attachés à nos chambres d'agriculture, à la FNSEA, qui sont souvent un peu en guerre avec cette filière bio. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Une conversion totale de notre France en bio ne serait pas profitable, notamment aux consommateurs, parce que est-ce qu'on aurait la capacité de produire bio pour tout le monde? Je dirais que l'agriculteur, quel qu'il soit aujourd'hui, son premier intérêt, c'est de ne pas dépenser d'argent. Et puis, il faut savoir que le consommateur, il retrouve son compte aussi. Je crois qu'ils font des choix. Ils font des choix de venir acheter du fromage ici. Ils font du choix d'acheter des œufs bio ailleurs. Peut-être certains me disent, on va acheter du miel bio. Moi, je veux bien, mais j'ai encore jamais vu une abeille qui allait choisir là où elle allait butiner, si c'était bio ou pas bio. Donc il faut aussi faire très attention vis-à-vis du consommateur. Voilà. Ce qui est important, c'est que les deux filières puissent avancer conjointement Et converger, quoi. dans une direction qui est meilleure au final, quoi. C'est aussi la transparence de chacun envers le consommateur. Et voilà comment moi je produis et c'est le client qui fait son choix. Ici, c'est un modèle particulier puisque vous fabriquez un fromage à partir de votre lait, donc fromage fermier, qui a un nom brie de coulommiers ou coulommiers. En revanche, il n'y a pas d'AOP. Non, il n'y a pas d'AOP sur le brie de coulommiers actuellement. Ça, c'est pas à proprement parler du coulommier, c'est vraiment le brie de coulommiers. Oui, brie, ça désigne un grand fromage. Maintenant, on fait la même recette qu'un coulommier. Si on change la taille du moule, nous n'aurons pas le même fromage à la fin et pas le même goût. Pour nous, c'est le grand frère du coulommier qu'on connaît. D'accord. Alors, combien est-ce que vous vendriez aujourd'hui un brie comme celui-là? C'est autour d'une trentaine d'euros. Pour 12 litres de lait. Si vous vendiez le litre de lait à quelqu'un qui fait un ramassage pour une laiterie, vous le vendriez combien le litre? Je pense autour de 48 centimes, autour de 50 centimes. C'est-à-dire 6 euros. Donc on valorise 5 fois le lait en le vendant en fromage, en produit fini. Oui. Ça explique qu'on gagne sa vie en faisant du fromage et qu'on ne gagne pas sa vie en faisant du lait aujourd'hui, monsieur le sénateur, quand même. Ah oui, d'accord. Non, mais je vais vous dire une chose. S'ils ne faisaient pas comme ça, ils ne gagneraient pas leur vie. Ce ne serait pas viable. Juste pour faire du lait, voilà. Plus personne ne peut vivre juste du lait, sauf à avoir des exploitations extrêmement intensives. Ouais. Et encore. On joue sur les volumes. En tout cas, c'est ce que je pense, c'est que pour bien parler du fromage, il faut d'abord le goûter. Et moi, je goûterais bien le brie de 6 mois, si vous êtes d'accord. C'est moi qui coupe, Camille, du coup? Bien sûr, allez-y. Ok. Chin chin.
Bonjour Nicolas. Bonjour Vincent. Bonjour. Bienvenue. Merci. Je me disais, en arrivant chez vous, d'abord, je pensais être au milieu des champs, une coopérative bio. Mais même dans les friches, vous voyez, la nature reprend ses droits. Il y a des petites fleurs des champs quand même. Exactement. Ici, vous êtes dans un bâtiment qui nous permet de transformer les légumes de nos agriculteurs. C'est pour ça qu'on n'est pas au milieu des champs. Mais on doit avoir ce type d'outils pour stocker les légumes et puis ensuite les transformer dans des bonnes conditions, parce que ça part dans les cantines scolaires ensuite. Pour autant, il est bio. Pour autant, tout est bio à 100%. Une grosse partie de notre activité, ça consiste aussi à ramasser des produits dans les fermes de nos producteurs et d'aller les livrer directement dans les cantines ou dans les magasins. Tout n'est pas transformé. Et pourquoi aussi on a décidé de construire cet outil de transformation? C'est parce que dans la région, il n'y avait plus aucune légumerie, plus aucun outil de transformation de légumes. C'est bien de produire local, mais c'est encore mieux si on transforme localement pour consommer localement. Combien est-ce que vous avez d'agriculteurs du département qui sont on pourrait dire des apportants, comme dans une coopérative viticole? Alors aujourd'hui, nous on est une coopérative régionale, donc on regroupe une centaine d'agriculteurs dans la région Île-de-France. D'accord. Et en Seine-et-Marne, il y a à peu près 50 agriculteurs, donc la moitié qui sont implantés. Et quelle est la production qui passe entre vos murs en matière de légumes? Alors ici, dans cette légumerie, on va pouvoir transformer l'équivalent de 4000 à 5000 tonnes de légumes par an. On peut nourrir énormément d'enfants tous les ans. Par conséquent, c'est extrêmement sécurisant pour vos agriculteurs d'avoir cet outil. Oui, alors c'est très sécurisant et surtout ça donne une visibilité à nos agriculteurs. Pourquoi? Grâce aux marchés publics. Les marchés publics pour approvisionner les cantines scolaires de la région, ça c'est un formidable outil pour structurer les filières agricoles. Ça donne une visibilité de 3 à 4 ans avec des volumes et des prix quasiment garantis. Et ça forcément c'est très structurant et donc la restauration collective, c'est un levier formidable pour transformer le modèle agricole et le structurer. Est-ce que je peux visiter l'intérieur, votre outil? Bien sûr, allons-y. Je vous suis. Suivez-moi. Ah oui. Bah dites donc, c'est grand ici. Qu'est-ce que c'est cette machine? Alors ici, on est sur une ligne de nettoyage de légumes qui viennent de chez nos agriculteurs dans la région directement. Ça nous permet à la fois de les nettoyer, mais aussi de les trier. Il faut savoir qu'il y a à peu près 30% d'un lot de carottes qui est récolté dans le champ, qui va être constitué d'écarts de tri, donc de grosses, de petites, de tordues. Et donc le fait d'avoir ces outils-là, ça permet de les valoriser, d'apporter un complément de revenus aux agriculteurs et aussi de nourrir les enfants dans les cantines de la région. Nous, ce qu'on essaie de faire à notre échelle, avec la centaine d'agriculteurs qui sont sociétaires de notre coopérative, c'est de recréer une ceinture nourricière avec une agriculture de qualité, respectueuse de l'environnement, des hommes, des gens qui produisent, mais aussi des gens qui consomment. Après, on est une petite équipe, on a une quinzaine de salariés. Notre modèle, il a vocation à rémunérer les agriculteurs du mieux possible. Ouais. On fait que du circuit court. C'est beaucoup plus difficile pour nous, dans notre modèle, de se faire connaître et de faire une promotion à grande échelle. Vous permettez que je goûte? Allez-y, parce qu'elles sont toutes propres là. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, de m'avoir récupéré. Cela dit, vous avez raté un truc quand même. J'étais désolé pour vous parce que la légumerie, c'était bien. Et là, on va où? Nous allons à l'école L'Eau Vive de Lieusaint. Je peux dire pour ma part, un des meilleurs restaurants collectifs du département. On est attendu. Bonjour monsieur le sénateur. Merci de nous Bonjour recevoir. Leslie, Vincent Ferniaud. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. On va en cuisine direct? Allez-y. Donc je vous présente Christine Montreux, la chef de cuisine. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y a au menu alors? Nous avons du blé bio, ail, oignons, échalotes, comme à la maison. C'est quoi là-bas? C'est le self? On peut y aller, Leslie? Je vous en prie. On peut aller voir. Vous venez avec nous, Christine? Il n'y a pas de problème. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. C'est le déjeuner de l'équipe là? Ça va le menu? Alors c'est du blé aux petits légumes avec du poisson frais. Dites-moi Leslie, ici, vous avez fait le choix avec quelques communes, un petit pôle de communes qui ont des cuisines. C'est ça, tout à fait. On a en moyenne 1300, 1350 couverts par jour. Ah ouais? Tout le monde réuni en fait. Ouais. On leur laisse le choix de la quantité que les enfants souhaitent manger. En fonction de l'appétence des enfants, on a fait un système d'oursons. Ah, c'est pas bête ça. Parce que d'un CP à un CM2, enfin... C'est-à-dire qu'il va dire à l'opérateur, moi je veux 2 oursons aujourd'hui. C'est ça.
Bah moi, je vais vous dire un truc. Non seulement j'aurais pris 3 oursons à chaque fois, mais j'aurais mangé les oursons en plus. Dans l'anti-gaspillage, vous voyez, on a acheté des centrifugeuses, des extracteurs de jus sur toutes les cuisines. Il nous reste des pommes. Bah voilà, ce midi, on va faire des jus de pommes pour les enfants qui souhaitent pouvoir en consommer. On leur laisse également le choix tous les jours d'un repas végétarien ou non. Est-ce que ce pôle qui résiste à l'envahisseur de la restauration collective de grands groupes, ça a à voir avec une forte poussée écologiste dans les mairies ? Complètement. Nous, dans le marché public que l'on a fait avec Grand Paris Sud, sur les fournisseurs, on est à moins de 300 km d'ici. Est-ce que le fait d'avoir une municipalité écologiste fait que vous poussez plus sur le bio, par exemple? Vous essayez d'être au-dessus des quotas? Oui, les élus nous ont demandé en 2017 de pouvoir proposer 40% de produits bio. Ouais, alors que de mémoire, il fallait qu'on soit à 20% en 2020. C'est ça, c'est le double. Ouais. Vous avez un menu qui commence très bas pour les gens qui sont à faible revenu. Oui, on est à 27 centimes. Et vous, il vous coûte combien? Alors, un repas maternel, on est à 1,90 €. Un repas élémentaire, on est à 2,10 €. Le prix d'achat. Le prix d'achat. Le prix d'achat. Plus la main-d'œuvre, plus. Ah, ça c'est à part. Ça à part. Ça, parce que ça coûte aux alentours de 10 €, je suis sûr, un repas. Non, mais grosso modo, les charges. Il faut avoir conscience que pour les parents, c'est pas une charge, quoi. On fait goûter le blé aux céréaliers? Allez, je suis d'accord. Dites donc, quand même, on est là pour ça. Un vrai produit du terroir. En fait, c'est cuit comme un risotto, quoi. Exactement. C'est un blésotto. En tout cas, bravo. Si j'habitais ici à Lieusaint, ça ne me gênerait pas trop de payer des impôts locaux en sachant que les plus défavorisés, pour moins de 30 centimes, peuvent avoir un repas comme ça. Vraiment, c'est une belle initiative. Ah, je vois que les digestifs ont été servis. On trinque avec le jus de pomme maison. À votre santé. Vous savez, Pierre, mine de rien, j'ai bien déjeuné dans cette cantine de Lieusaint. Mais là, j'ai envie d'une bonne bière. On m'a dit qu'il y avait ça en Seine-et-Marne. Une bière d'exception que vous allez découvrir à Courpalais, qui s'appelle la bière de Brie, qui est donc produite par la famille Rabourdin. Dites-moi, Pierre, vous m'emmenez dans un silo à grains, là? Dans une brasserie. C'était un silo agricole, c'est devenu une brasserie. On reste quand même dans le grain, dans les céréales. C'est normal. Mais totalement, totalement. Bonjour Hubert. Bonjour Pierre. Bonjour. Bonjour Vincent. Vincent Ferniaud. Ça sent la fermentation. Et ça sent bon. Ah bah, évidemment que ça sent bon. On n'y pense pas forcément, mais une bière, c'est un vin de céréales. Tout à fait. On part de la céréale, donc l'orge de brasserie. À la base, on est agriculteur céréalier, donc producteur d'orge de brasserie. Et il y a une vingtaine d'années, mes parents ont pris ce pari un peu fou de vouloir transformer leur orge en bière. Ça représente combien d'hectares sur votre exploitation? Alors, on va utiliser à peu près une vingtaine d'hectares d'orge qui vont être transformés à la brasserie pour, au final, produire à peu près 3 millions de petites bouteilles. On est passé de 1 salarié à 12 maintenant. Donc, on essaye de se développer dans le tissu local et en essayant de faire revivre un peu le village de Courpalais. Vous nous montrez un peu votre atelier? Je vous montre ça. Allez, Je vous suis. Tout démarre ici pour pouvoir produire la bière. Ah d'accord, tout est en cuve? Ah oui, on est sur des fermentations qui sont contrôlées dans des cuves fermées et seulement à la fin, on va arriver à la partie embouteillage. C'est technologique le brassage? Alors, c'est pas trop compliqué de faire une bière. Il y a 3 ingrédients, c'est de l'eau, du malt d'orge et du houblon. Le plus dur, c'est de faire 2 fois la même bière. Et pour faire 2 fois la même bière, il faut avoir un petit peu de matériel. Pour tout contrôler, quoi. Exactement. Avoir une bonne eau aussi. C'est très important. Alors ici, on maîtrise notre eau pour avoir l'eau la plus pure possible et d'une qualité identique toute l'année. Donc avec cette particularité, c'est que j'utilise bien mon orge pour faire ma bière. Peut-être qu'un jour, on pourra marquer bière fermière sur nos... Parce que tout est fait sur l'exploitation, en quelque sorte. Ah oui, oui. Alors il n'y a que le houblon où j'ai pas encore passé le cap de monter une houblonnière. J'ai appris que dans la vie, il fallait jamais dire jamais. Donc peut-être un jour. Aujourd'hui, c'est un marché qui est en pleine explosion. Vous en bénéficiez? Ah oui, oui. Alors le monde de la bière a complètement évolué. Toutes les régions de France ont aujourd'hui des brasseries. Chaque sénateur a une brasserie.
hein. Aujourd'hui, c'est sûr, c'est sûr. Plusieurs, moi. Il y en a même plusieurs. En 2001, il y avait une quarantaine de brasseries en France. Aujourd'hui, on est 2500 et on pense qu'on va arriver vers 3000 bientôt. Bon, on parle trop et ça me donne soif. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, on peut aller déguster. Allez, chacun la sienne. Toutes les couleurs dans la bière. Et sûr, ce jour, avec l'émotion qui mettra, je lève mon verre à votre santé et je vous dis longue vie et que Dieu vous protège. Allez, direction la moutarde de Provins. Bonjour, monsieur Boudinien. Bonjour. Alors, j'ai pas résisté. Monsieur le sénateur m'a arrêté dans un champ de moutarde à côté. Je vous ai apporté quelques fleurs. De la moutarde blanche. Et ça, c'est la moutarde brune. C'est essentiellement celle-ci que l'on utilise. Il nous faut à peu près 400 000 graines pour faire 1 kilo. 1 kilo de graines ou 1 kilo de moutarde? 1 kilo de graines. 1 kilo de graines. Alors, avec faut 1 kilo de 300 graines, grammes pour faire, avec 1 kilo de graines, nous ferons à peu près 3 kilos de C'est moutarde. ça. Patrice, j'aimerais savoir pourquoi, l'été dernier, il y a eu une telle pénurie de moutarde dans les rayons des Français. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a découvert qu'on fabriquait pratiquement plus de graines en France et que les moutardiers utilisaient beaucoup de graines qui venaient du Canada. Pour faire de la moutarde en France, les moutardiers ont besoin de 30 000 hectares. Donc aujourd'hui, ils ont quand même quelques agriculteurs qui en font. Mais ça ne suffit pas de toute manière, ça ne suffit pas. Peut-être pour préciser, les règles de l'usage des produits phytosanitaires ne sont pas les mêmes au Canada qu'en France. Ah, peut-être. Hein? Peut-être On a une moins bonne maîtrise des cultures. On a comme un gros souci dans cette production, c'est les insectes au printemps, les méligètes notamment. Aujourd'hui, il y a quand même un retour un petit peu à fabriquer des produits. Il y a un mouvement qui se fait où on a envie de refaire du local. Et la moutarde va en faire partie. Alors, montrez-moi un peu votre gamme, vos best-sellers, j'ai envie de dire. Quelles sont vos moutardes phares? Les moutardes phares, je dirais que c'est la moutarde de Provins qui est faite avec du vinaigre de miel. Vous voulez goûter une moutarde d'Ukraine? Une moutarde d'Ukraine, c'est quoi l'histoire? Alors l'histoire, c'est une boulangère qui est tout près d'ici. Elle va régulièrement aider des gens là-bas, elle emmène des produits alimentaires et tout ça. Elle a récupéré des graines, donc j'ai dit écoute, on va faire une moutarde avec tes graines et puis ce sera vendu au profit de l'Ukraine, voilà. Enfin, quand même, ça envoie. Pierre, vous savez que maintenant, on va aller cuisiner, vous et moi. On va cuisiner des produits du terroir. Évidemment. C'est des Marnais. Ah ben, normalement, sauce au brie, mais je pense qu'on va utiliser de la moutarde. Est-ce qu'on peut vous demander un ou deux pots pour le chef? Bien sûr. La moutarde de Provins, voilà. Un produit d'excellence. Pierre, Brie-Contrebert, et on va au restaurant La Fabrique, dont le chef Aloïs Doucan, on le voit là, le beau chef qui est là, nous attend pour une cuisine bistronomique. Mais c'est vous qui allez mettre la main à la pâte, je vous préviens. Bonjour Vincent. Bonjour monsieur le sénateur. Bonjour Aloïs. Alors j'ai apporté de la moutarde de Provins. Normal, on est local, d'autant que c'est le sénateur qui cuisine. C'est lui le chef aujourd'hui. D'ailleurs, on va y aller tout de suite parce qu'on a du boulot. C'est une première, hein? Oui, mais on va vous aider. Une première qui va rester dans les annales. Aloïs, là vous avez un beau poulet. Il vient d'où celui-là? Celui-là, il vient de Seine-et-Marne. Donc là, aujourd'hui, on va utiliser que le suprême. On laisse la peau? On laisse la peau. On va faire revenir le filet et on va le faire croustiller. Ouais. Donc un peu de fleur de sel. On verse un beau volume d'eau bouillante, frémissante, jusqu'à ce que ça tiédisse. Donc ça fait à peu près une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, pas plus. Avec le froid de la volaille et le chaud de l'eau, ça s'équilibre et la volaille est cuite. Pendant que le poulet cuit, chef, qu'est-ce qu'on fait? On va demander au sénateur de nous préparer une sauce à la moutarde. La moutarde de Provins qu'on a rapportée de chez Patrice. Et voilà. Voilà. Maintenant, vous délayez un petit peu la moutarde dans le vin blanc. Là, c'est homogène. C'est homogène. On voit le spécialiste quand même. Et à cette moutarde, vous allez y rajouter 2 cuillères à soupe de crème fraîche fermière. Voilà, il faut être généreux. Dis donc, je suis en train d'acquérir une spécialité. Je pense qu'on est parfait. Venez Pierre, on va laisser votre sauce et le chef travailler. Il faut que je vous pose quelques questions quand même. On a compris que la Seine-et-Marne, elle est riche de produits et qu'on ne le sait pas à Paris. On trouve de tout partout et puis on trouve surtout une intelligence chez les producteurs de vouloir se diversifier. Alors là, il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque pour chacun de s'investir dans un nouveau métier que bien souvent ils ne connaissent pas et qu'ils apprennent au fur et à mesure. On l'a vu avec la moutarde, on apprend soi-même à faire et puis on trouve
autour de soi des intelligences qui vous accompagnent, qui vous aident et qui vous conduisent au marché. Et au marché qu'il faut développer. Parce qu'on a vu aussi dans la bière, c'est bien de produire, mais il faut la commercialiser. C'est un tout, c'est une chaîne complète pour laquelle, moi, en tant que sénateur, je souhaite aider l'ensemble de tous ceux qui sont les acteurs du bien-être et du bien-vivre en Seine-et-Marne puissent aboutir. Donc cette ceinture verte qui a eu tendance un peu à disparaître autour de la capitale, vous voulez que la Seine-et-Marne demeure un poumon vert de l'Île-de-France? Elle est bien verte. C'est pour ça qu'il faut maîtriser le foncier. Il faut faire en sorte qu'on n'aille pas aujourd'hui grandir et qu'on puisse aller sur une certaine forme de décentralisation et que les départements soient eux-mêmes les gestionnaires de leur aménagement. C'est important politiquement. Ah, ça commence à sentir bon. C'est prêt, chef? C'est prêt. On a les yeux sur le beefsteak, hein, Pierre. Hein. Ça, on lâche pas des yeux. Voilà. Que c'est joli. Bravo. Sauce à la moutarde. Ah, la sauce du sénateur. Je vais goûter votre sauce. Oui. Mais je vous préviens, je suis pas tendre. Hein. Monsieur le sénateur, régalez-vous. Et vous, si vous avez envie d'aller à la campagne, que vous êtes citadin, pensez à la Seine-et-Marne. Eh oui, c'est pas forcément loin, mais c'est très dépaysant, très vert, hein, comme vous le disiez. Voilà, c'est un pays heureux. Heureuse comme cette émission Manger c'est voter. On se retrouve très bientôt, heureux, forcément, sur Public Sénat. Moi, je retape dedans. Hein. Merci. J'y retourne. Hein. Allez, moi aussi. Parce que j'ai pas bien goûté celle-là, en fait.